L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Sur à peu près 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français, l'assurance vie, ça représente en gros un tiers, ce qui est vraiment énorme. Et il y a beaucoup de raisons qui expliquent le succès de l'assurance vie. Tu as une fiscalité optimisée, tu peux épargner pour différents projets comme ta retraite, tu as une diversité du support. Mais on va commencer à rentrer dans les problèmes. Tu as peut-être entendu dire que l'assurance vie c'était parfait pour la transmission ou pire, que tu ne payais aucune fiscalité tant que tu ne faisais aucun retrait. Bon, le problème, c'est que c'est faux. En général, on n'aime pas les phrases toutes faites avec Alfred et encore moins avec Picsou. On va quand même t'en faire deux trois dans la vidéo. Et il y a plein de cas où l'assurance vie, en fait, c'est mal compris ou pas du tout optimisé pour ton cas personnel. Donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Parce que, petit spoil, l'assurance vie a un très très gros problème qui passe souvent inaperçu. Salut, c'est Gabriel. Alors, petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, Picsou non plus. Donc, tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors, on va se faire une petite nage à contre-courant. Si je te disais que dans de nombreux cas, le PEA et le compte titre, ça bat l'assurance vie. Alors, on va sortir la calculette. De toute façon, il y a Picsou pour m'aider. On va regarder les cas très concrets où l'assurance vie est pas optimisée ou pas adaptée pour toi. Et on va en plus faire un petit comparatif sur les assurances vie. Donc, tu vois, programme assez chargé. Et on va regarder les problèmes crescendo. Oui, il faut bien que je te maintienne en haleine jusqu'au bout de la vidéo, hein. Et déjà, le premier problème, c'est au niveau de la compréhension de l'assurance vie. Parce que tu vois, la première phrase, elle est fausse. Alors après, on peut jouer sur les mots en disant que c'est pas des impôts, mais c'est des cotisations sociales. Mais finalement, au fin de compte, ça revient au même pour Picsou. C'est des sous-sous dans la poche en moins. Parce que oui, je trouve ça un peu sournois, mais tu as vraiment une ponction qui est faite tous les ans sur une partie de ton contrat d'assurance vie. Parce que l'assurance vie, pour schématiser, tu as une partie support euro et une partie unité de compte. Alors, il faut le voir comme un contrat d'épargne, un peu comme une armoire, alors qui est plus ou moins grande en fonction du montant que tu mets dedans. Bon, avec Alfred, on est plutôt sur une petite commode, mais bon, on commence, donc on se lance dans l'aventure. Et dans cette commode ou dans l'armoire, en fait, tu vas avoir différents supports, une partie complètement sécurisée, donc ça va être la partie support euro, donc garantie en capital, et d'autres tiroirs où là, ça va être les unités de compte, avec des supports actions, des supports obligations, et finalement, même en l'absence de rachat, tu vas quand même être ponctionné des prélèvements sociaux qui seront dus chaque année dès que tu auras les intérêts sur ton support euro. Donc déjà, tu vois, première idée fausse, même en l'absence de retrait, en tout cas sur une partie de ton contrat d'assurance vie, si tu as mis de l'euro dedans, et bah, tous les ans, tu auras une ponction du coup des prélèvements sociaux qui sera due. Alors l'assurance vie tient pas compte de la hausse de la flat tax parce qu'on est toujours à 17,2, donc 30%. Et maintenant, on va regarder la transmission parce que dans un contrat d'assurance vie, tu as une clause bénéficiaire, et là, tu peux désigner là où les personnes de ton choix, et si il t'arrive quelque chose, bon, quand je dis il t'arrive quelque chose, on est sur un décès, donc si tu te casses la jambe, ça marche pas. Et tu vas voir un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc en gros, les premiers 152 500 euros qui iront à là où les personnes de ton choix, ils paieront pas d'impôt dessus. Et ce, quel que soit ton lien de parenté. Donc tu peux désigner ta voisine. Quelques mois après, tu décèdes. Ouais, pas de chance, c'était sous le coup de l'émotion d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Et bah ta voisine, elle est contente parce qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec toi. Elle aurait été taxée à 60%, alors que grâce à l'assurance vie, les 152 500 premiers euros, elle va payer aucune imposition. Tout le reste, enfin, entre 152 500 euros et 700 000 euros, ce sera taxé à 20%. Donc c'est vrai que c'est un très gros avantage que l'assurance vie a. Attends, je comprends pas, ça arrive souvent que le voisin soit désigné comme bénéficiaire ? Alors si tu es dans ce cas-là où ton bénéficiaire n'a aucun lien de parenté avec toi, c'est pas tes descendants, tes enfants, ton frère, ta sœur, tes parents, tes cousins, ces personnes, et bah finalement l'assurance vie c'est vraiment complètement adapté pour toi. Tu peux t'arrêter de regarder cette vidéo et n'oublie pas de la liker. Ah non, c'est pas du tout mon cas, j'ai désigné mon partenaire et à défaut mes enfants. Du coup, c'est adapté l'assurance vie ? Ah bah ça me fait plaisir que tu sois toujours parmi nous. Alors pour pouvoir y répondre, en fait, on va s'intéresser au cœur du problème, les frais dans l'assurance vie. Alors tu vas voir différentes couches de frais. Quand tu vas verser, tu vas avoir les frais d'entrée. Tous les ans, tu auras les frais de gestion qui seront pris sur l'encours de ton contrat, que tu fasses un retrait ou pas. Si tu fais des arbitrages, donc c'est-à-dire que tu vends un support pour acheter un autre support, toujours dans le cadre de ton contrat d'assurance vie, tu vas payer, enfin tu seras facturé de frais d'arbitrage. Donc tu vois, tu as différents niveaux de frais. Et en fait, ces frais-là vont vraiment différer d'un établissement à un autre. Alors après, on peut quand même simplifier ça avec trois grosses familles de banques et d'assureurs. Tu vas avoir les banques assureurs traditionnels, classiques,
les banques ou assureurs en ligne où tu fais des versements uniquement sur une application et tu vas voir les néobanques, les néo-courtiers. Et on va commencer avec les frais d'entrée. Alors, il y a beaucoup d'offres avec des frais d'entrée à 0%. Tu as même des offres entre guillemets promotionnelles qui te font des versements si tu ouvres un contrat d'assurance vie chez eux. Mais finalement, c'est pas forcément très grave de payer des frais d'entrée. Alors, je sais Picsou, tu es en position latérale de sécurité. Alors, je vais te remettre droit. Mais le gros problème, en fait, c'est pas les frais d'entrée parce que ça, c'est vraiment des frais qui sont facturés ponctuellement à chaque versement. Et c'est pour ça qu'en fait les assureurs banques communiquent beaucoup sur les frais d'entrée parce que c'est ce qui leur coûte entre guillemets le moins cher. Je pense que tu as compris, le vrai point important c'est les frais de gestion parce que ça, les frais de gestion compte tenu en plus du nombre d'années où un contrat est conservé, la vraie facturation elle est à ce niveau-là parce que tous les ans tu seras facturé des frais de gestion de ton contrat. Et il y a vraiment des différences au niveau des frais de gestion entre chaque contrat. Alors sur les banques traditionnelles, les frais de gestion sont les plus chers. En général, c'est de l'ordre de 0,8% en moyenne. Après, ça dépend bien sûr des contrats et des banques, mais c'est une moyenne. Sur les banques en ligne, on est un peu moins cher. Là, par exemple, sur Boursobank, on est à 0,75% de frais de gestion, qu'on soit sur la partie support euro ou sur la partie unité de compte. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu as un fonds qui fait 1% de performance avec les frais de gestion de 0,75%, tu auras une performance de 0,25% sur ta ligne. Alors sur la partie frais d'entrée, c'est comme Boursobank. En général, tu n'as pas de facturation de frais d'entrée. C'est le cas pour toutes les banques en ligne en général. En plus, parfois, tu as un petit billet quand tu ouvres un contrat. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur la partie frais de gestion, donc là, Fortuneo fait une différence par rapport à Boursobank parce que Fortuneo distingue le support euro des unités de compte. Sur la partie support euro, tu vas avoir des frais de gestion qui vont être à 0,6%. Leur support euro en fait s'appelle Suravenir Rendement 2 et les frais de gestion sur les unités de compte ça va être la même chose que Boursobank, donc 0,75% par an. Alors après avec les nouveaux acteurs c'est un petit peu différent. Là tu vois Nalo, alors la brochure te rappelle Boursobank, c'est normal parce qu'il passe avec le même assureur, il passe par Generali. Alors là tu vois les frais de gestion pour le coup sont assez chers parce que tu es à 0,85% sur la partie support euro et sur la partie unité de compte tu es à 1,4%. Donc là on est plutôt sur la moyenne assez haute. Alors pour Finari, d'ailleurs, j'ai analysé leur modèle économique dans cette vidéo si ça t'intéresse. Les frais de gestion, c'est 0,75%, donc eux, c'est, je dirais, assez classique. Alors, et sur Yomoni, c'est pas très clair, enfin, en tout cas avec Alfred, on n'a pas compris. Si tu as un contrat sur Yomoni, n'hésite pas à me le dire en commentaire, enfin, ton niveau de facturation, ça m'intéresse. De ce qu'on comprend, mais on peut se tromper. Tu as une facturation, alors que ce soit support euro, unité de compte à 0,6%. Mais si tu investis en support unité de compte sur un support action ETF, tu auras 0,6% plus 1,37%, donc quasiment 2% de frais de gestion. Et pour le mode de perception de ces frais de gestion, en fait, l'assureur va vendre automatiquement une partie de tes unités de compte dès qu'il va te facturer des frais de gestion. Alors, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais en fait, le nombre d'unités de compte de chaque ligne que tu as va baisser au fil de l'eau parce que l'assureur, il doit se payer, il ne va pas débiter ton compte courant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va vendre un petit peu à 0,8% par exemple si c'est la facturation de ton contrat, de ta ligne. Donc en fait tu vas être de moins en moins propriétaire de tes actions. Et si on en revient aux frais classiques, donc tu as les frais d'arbitrage. Alors même si tu es toujours choqué Picsou, les frais d'arbitrage finalement ça nous dérange pas plus que ça parce que l'assurance vie c'est du temps long. De toute façon quand tu fais un arbitrage, il y a une vraie latence dans l'assureur, enfin c'est pas exécuté tout de suite comme sur un PEA ou un compte titre. Même bon voilà, quand c'est des fonds, il faut attendre la valeur liquidative, donc tu attends de toute façon quelques jours. Mais voilà, l'assurance vie, on est sur du temps long, donc l'objectif c'est pas de faire des arbitrages voilà, tous les 15 jours. Donc cette facturation-là ne nous dérange pas Picsou. Ce qui nous dérange beaucoup plus par contre, c'est les frais de gestion. Et là, Finari a fait un graphique qui est plutôt sympa. Alors, ils sont juste petit astérix, ils se sont quand même fait un petit peu plaisir là sur la différence parce que déjà, bon, alors, ils considèrent que la performance des marchés, on est sur 8%. Moi, avec Alfred, on est plutôt sécure. Plutôt prudent, nous on estime plutôt ça à 7%. Et bien sûr, plus tu vas augmenter le rendement annuel, plus la différence entre les deux va augmenter. Et après, sur les frais moyens, là pareil, ils sont assez fait plaisir parce que là, ils considèrent que tu payes des frais d'entrée, des frais de gestion vraiment très chers.
Donc voilà, mais en tout cas, ça ne remet pas en cause la facturation, je dirais, de leur contrat qui est vraiment très bien. Et tu vois que entre un contrat où tu as une facturation, je dirais, assez classique, enfin assez normale, avec un contrat où là, pour le coup, qui est vraiment hors marché, tu vois une différence qui est vraiment énorme. Et ça, on parle d'un montant de capital initial uniquement de 10 000 euros. Alors sur 30 ans, ça représente vraiment une somme considérable. Et ils ont complètement raison. Les frais de gestion, ça va vraiment beaucoup te rogner la performance de ton contrat. Et maintenant, si je te disais que tu pouvais transformer ce 0,75% en 0%. Attends, mais je savais pas que Picsou était magicien. Alors non, hein, Picsou, c'est pas Merlin l'Enchanteur, mais tu sais, dès qu'on parle de Soussou, il est quand même très malin. Et en fait, il te suffit d'être sur un compte titre ou sur un PEA. Bah non, Gabriel, là je te coupe tout de suite. Je suis OK pour payer des frais de gestion aller à 0,8% parce que tu m'as parlé de l'abattement de 152 500 euros. Donc l'assurance vie, non, non, je t'assure, c'est imbattable, hein. Alors j'en reviens à mon cas de tout à l'heure. Si ton bénéficiaire n'a aucun lien de parenté avec toi, bon bah la fin du jeu, l'assurance vie, c'est imbattable. Mais je suis sûr que tu as fait la clause standard. En général, c'est mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers, ou que tu as directement désigné tes enfants ou ton époux, ton épouse. Ouais, c'est ça, j'ai désigné mon partenaire. Du coup, l'assurance vie s'est adaptée. Bah, en fait, pour ton information, cette clause, elle sert pas à grand chose. Parce que depuis 2007, alors ça remonte à peu près au temps des dinosaures d'un point de vue fiscal, parce que tant qu'on viendra, il s'est passé deux trois trucs depuis 2007, mais pour autant, il y a un principe qui est resté assez fondateur, c'est que le conjoint, le partenaire de Pax ou l'époux-épouse ne paye strictement aucun droit de succession. Alors si t'es paxé, il faut quand même juste faire un testament parce que ton partenaire de Pax n'est pas héritier direct, hein, donc il paye pas de droit, mais il n'est pas bénéficiaire. C'est un peu dommage. Donc du coup, si tu as désigné ton partenaire, de toute façon, si tu n'avais rien fait, il ne paierait pas de droit. Donc en fait, ça sert pas à grand chose. Alors je mets juste un petit bémol parce qu'on est précis avec Alfred. L'avantage de mettre ton partenaire, ton conjoint en bénéficiaire de ton contrat d'assurance vie, c'est que tu vas pouvoir le protéger en lui affectant une partie directement de ton épargne, la partie que tu as choisie. Parce que si tu ne fais rien, il héritera de toute façon, mais il se retrouvera potentiellement en indivision après avec d'autres héritiers. Donc c'est vrai que ça permet d'éviter ce cas-là, en tout cas pour la partie qui est placée en assurance vie. Alors après, la Picsou va intervenir. Parce qu'après, tu vois, le calcul est vite fait. Si tu verses 150 000 euros sur un contrat d'assurance vie, on part du principe que la bourse rapporte en moyenne 7%. Donc sur un contrat d'assurance vie avec des frais de gestion à 0,75%, donc du coup un rendement à 6,25, hein, tu me suis toujours. Donc du coup, tu auras un capital à la fin de 504 000 euros à transmettre à ton partenaire. Si finalement tu avais placé sur un compte titre où tu suis vraiment strictement la bourse, de toute façon, ton partenaire aurait récupéré un capital de 580 000 euros sans payer droit de succession parce que du coup, bah voilà, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de droit entre époux. Ouais, mais du coup, ton exemple fonctionne parce que j'ai un partenaire sans enfant, mais moi j'ai des enfants, du coup, ça fonctionne pas. Alors déjà, tu seras d'accord avec moi, le capital sur un contrat d'assurance vie sera forcément plus faible que sur un compte titre ou sur un PEA. Après, si tu souhaites protéger ton partenaire, ça va sous-entendre effectivement de faire des donations. Alors cette stratégie, elle n'est pas forcément sans encombre, hein. Il y a des inconvénients comme toute stratégie, mais on va regarder au niveau des enfants, c'est encore un peu plus intéressant. Alors là, on va rentrer dans un exemple concret, tu vas voir, ça va être super intéressant. Donc là, imagine, tu verses un capital de 152 500 euros sur un contrat d'assurance vie à 6,25% parce que tu as des frais de gestion à 0,75%, hein. Tu décèdes dans 20 ans, ouais, désolé pour toi, mais bon, 20 ans, c'est déjà pas mal. Donc du coup, tu auras un capital à transmettre pour ton enfant unique, parce que je pars du principe que tu as désigné uniquement ton enfant et que tu n'en avais qu'un seul. Donc tu lui transmettras un capital de 512 000 euros. Si tu étais sur un compte titre, tu l'avais laissé comme ça. Du coup, le capital à transmettre aurait été de 590 000 euros. Et là maintenant on va sortir la calculatrice. Donc là je t'ai fait un bel Excel, très bien présenté, tu vois on est dans le format un peu minimaliste, mais finalement c'est le principal, c'est les chiffres. Donc ta colonne assurance vie, donc tu avais 512 000 euros au final. Rappelle-toi, tu as un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc si tu avais plusieurs bénéficiaires, l'abattement se multiplierait par le nombre de bénéficiaires. Donc là, tu n'en as qu'un. Donc sur les premiers 152 500 euros, il n'y a pas d'impôt. Ce qui excède, donc ça va être 360 000 euros, ça va être taxé à 20% parce que c'est entre 152 500
et 700 000 euros par bénéficiaire, donc taxé à 20%. Donc du coup, le capital final, ça va être ton capital, donc les 512 000 euros moins les impôts, donc 72 000 euros. Donc du coup, ton enfant unique seul héritier aura 440 000 euros de capital. Si tu étais sur un compte titre que tu avais laissé les choses telles quelles, tu aurais donc du coup un capital de 590 000 euros à transmettre, mais, et c'est là qui est quand même le point important, tu as anticipé ta transmission, tu as fait du coup une donation. Donc les donations, pour rappel, c'est un rappel tous les 15 ans. Auparavant, c'était tous les 10 ans, maintenant c'est tous les 15 ans. Donc tu as fait une donation de ton enfant de 100 000 euros. Donc sur ces 100 000 euros, il n'y a pas eu de facturation de frais, enfin d'imposition. Du coup, la base imposable, c'est 490 000 euros. Sur cette imposition-là, donc c'est taxé à 20%. Alors après, il y a moins 1806 euros parce que c'est un calcul rapide, parce que c'est sur tranche. Donc du coup, le capital transmis parce que, et j'insiste, c'est vraiment très important d'anticiper sa transmission et du coup de faire des donations de son vivant, le capital aurait été plus important. Tout simplement parce que tu as anticipé. Non mais attends Gabriel, ton Excel, alors il était très bien présenté, hein, ça c'est sûr, mais ton calcul est complètement foireux. Tu m'as oublié la partie imposition sur la plus-value. Alors non, pas du tout. Alors après, sur un PEA, effectivement, tu vas pas pouvoir donner partiellement ou totalement tes titres, c'est pas possible. On raisonne forcément sur un compte titre. Et le gros avantage, c'est que la donation de titres, ça permet de gommer, de purger complètement la plus-value. Donc du coup, pas d'imposition à payer pour cette partie-là. Alors après, je suis d'accord avec toi, chaque stratégie a ses avantages, ses inconvénients. Cette stratégie-là, ça te permet d'avoir un capital qui est beaucoup plus important. Mais la contrainte, ça va être d'être vraiment proactif, d'anticiper sa transmission et de faire des donations un peu au fil de l'eau, enfin en tout cas à chaque rappel fiscal. Alors je te pose une question, avec l'augmentation de l'espérance de vie, est-ce que c'est pas mieux finalement pour tes héritiers de leur transmettre une partie de ton patrimoine un peu au fil de l'eau? Alors pas tous les ans, Picsou, hein, on va pas s'exciter, à chaque rappel fiscal, plutôt qu'ils héritent, je sais pas, à leurs 65, 70 ans, comme finalement ce qu'on voit de plus en plus. Alors pour l'assurance vie, si tu as un capital qui est vraiment très important ou une famille très nombreuse avec différents bénéficiaires, l'assurance vie c'est vraiment adapté pour toi. Mais tu vois, si tu as un capital qui est beaucoup plus faible, bah finalement l'assurance vie, enfin tu as d'autres manières d'optimiser ton patrimoine. Après ça nécessite aussi potentiellement d'être proactif sur les donations. Bon là on a pas mal avancé sur la vidéo, mais il y a encore 3 sujets qui sont importants pour l'assurance vie parce que finalement il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui incluent une gestion pilotée, gestion profilée, enfin bref une gestion sous mandat comme Nalo ou comme Yomoni. Et en fait, alors bon, c'est normal parce que tu vas avoir un service, parce que c'est eux qui vont gérer la partie gestion de tes unités de compte. Mais ça, il faut avoir conscience qu'effectivement, et là, Picsou, enfin, ça lui a fait un choc. Du coup, ça va être une facturation en plus de tes frais de gestion. Donc, du coup, forcément, du rendement en moins pour toi. Oh non, t'inquiète, moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis quasiment à 100% en support euro dans mon contrat d'assurance vie. Alors, pauvre Picsou, hein, tu veux vraiment l'achever dans cette vidéo. En fait, sur la partie support euro, le gros problème, ça va être le rendement qui est finalement assez faible, voire négatif, quand en fait tu intègres l'inflation. Parce qu'effectivement, l'une des idées préconçues, ça peut être de se dire que la partie support euro, elle est garantie complètement en capital. Alors oui, effectivement, sur le papier, enfin, c'est vraiment complètement le cas. Tu ne verras jamais le montant de ton support euro diminuer. Néanmoins, il faut tenir compte de l'inflation. Et en plus, là, c'est pas précisé, mais là, ils étaient en rendement moyen des supports euros. Mais n'oublie pas, sur la partie support euro, il faut déduire la partie prélèvements sociaux. Donc, tu as quand même 17,2% de rendement en moins sur ce qui est indiqué. Là, tu as la partie inflation. Alors, l'inflation, rappelle-toi, c'est une augmentation généralisée des prix. Tu as par exemple ton foie gras qui augmente. Ouais, c'est terrible, Picsou. Pour le canard, oui, mais pour ton portefeuille aussi, hein. Et tu as énormément de cas finalement où le rendement net de ton assurance vie sur la partie support euro est négatif. Donc en fait, tu perds en pouvoir d'achat, donc en fait, ton capital se déprécie. Donc tu vois, les calculs sont vraiment pas bons, Alfred, hein, parce que sur la partie support euro, si tu as un horizon de temps qui est vraiment très long, bah, c'est pas forcément adapté compte tenu de la sécurité de capital qui te coûte assez cher finalement en termes de performance.
Alors, dernier problème, on s'est gardé la partie juridique à la fin, parce qu'en fait, dans un contrat d'assurance vie, quand tu vas faire des versements, les fonds que tu verses, finalement, ne t'appartiennent plus. Ça va être l'assureur qui va être propriétaire et toi, tu vas être créancier de l'assureur. Donc, quand tu achètes des unités de compte à travers ton contrat d'assurance vie, ça va être l'assureur qui va être propriétaire de tes lignes. Donc, c'est pour ça qu'il faut très bien choisir son assureur et pas être uniquement alléché, je dirais, par les offres de bonus ou de frais d'entrée à 0%. Il faut vraiment regarder la solidité de l'assureur. C'est pour ça que les néo-banques, les néo-courtiers, s'adossent avec des grands acteurs. Donc l'assurance vie, c'est un outil qui est pertinent, mais qui est vraiment très cher. Donc il faut voir si c'est adapté pour toi. Si tu vas aller un petit peu plus loin, il y a une assurance vie que tu peux ouvrir dans un autre pays. La vidéo s'affiche juste ici. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent à gauche et à droite. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!